Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle preview de The Trick Play. Aujourd'hui, on va faire la preview des Tigers de Clemson avec les deux représentants du compte Clemson Tigers FR qui auront la très très grande chance de se rendre en Caroline pour l'ouverture de la saison face à LSU. Joe, Pierrot, comment allez-vous ? Eh ben ça va très bien. Bonsoir Geoffrey, c'est plutôt cool. Et puis très content de faire la preview pour une première avec TTP. Pierrot, la même. Super content d'être là, content de recommencer à discuter de football. Donc nickel, je suis content. Bah ouais. Et puis vous faites un petit trip sympathique avec Andrea. Hein. Ceux qui la connaissent pas, c'est une américaine qui est fan de Clemson, qui parle français et qui fait pas mal de trucs avec vous deux. Je crois qu'elle tient une partie du compte aussi avec vous. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Pardon. Et donc, vous allez la rejoindre pour l'ouverture de la saison, pour un match magnifique, avec en plus un programme assez sympathique, si j'avais bien suivi tout ce qui vous concernait. C'est exactement ça. C'est grâce à Pierrot. Pierrot m'a convaincu d'aller à Clemson parce que c'est lui le premier à avoir pris son billet d'avion. Et du coup, j'ai dit, j'ai plus le choix, je peux pas le laisser tout seul. Et du coup, quand Andrea a su qu'on venait, Andrea, qu'on lui fait un petit coucou. Franchement, c'est un plaisir. Et voilà, Andrea, c'est une personne extraordinaire qui illumine le podcast. Hein, et en plus, c'est rare d'avoir des filles dans les podcasts en plus de college football, de football américain. Et du coup, on a la chance de l'avoir avec nous. Et en plus, elle connaît très bien Clemson parce qu'elle est diplômée de l'université en plus. Donc voilà, c'est le petit plus que. C'est le petit plus. Et elle habite dans l'Ohio, donc elle fait les déplacements chaque semaine. Il faut le dire aussi. C'est une grande passionnée. En tout cas, amusez-vous bien et profitez bien parce que ça va être un match de dingue, à n'en pas douter. Avant de parler de la saison à venir, on va faire un petit récap de la saison passée. Donc, vous finissez la saison avec 10 victoires et 4 défaites. Une qualification en play-off. C'était assez sympathique. Un titre de conférence, une fois de plus, pour Clemson. Et avec donc 3 défaites en saison régulière et une défaite au premier tour des playoffs. Donc vous perdez en ouverture contre Georgia assez lourdement. Puis vous enchaînez avec 6 victoires, puis une défaite à domicile contre Louisville. Une défaite dans le Palmetto Bowl pour finir la saison régulière contre South Carolina. Vous êtes quand même qualifié donc en finale de conférence. Là, vous affrontez SMU que vous battez 34-31 avec un énorme match de Brian Wesco Jr. Et donc vous affrontez Texas au premier tour des playoffs. Le jeu à la passe se passe à peu près correctement, mais ils annihilent complètement votre jeu au sol et ils s'imposent 38-24 après une première mi-temps qui a été assez serrée, mais c'est en deuxième mi-temps que les Longhorns avaient pris le large. Vous, quel est votre ressenti sur cette saison qui a été un peu spéciale puisque avec 9-3, on s'attendait plus trop à une qualification en play-off. Ouais, non, c'était vraiment En fait, c'était une saison compliquée mentalement, en fait, parce que finalement, on va quand même en play-off, on va quand même jouer contre Texas, donc on a l'impression que tout s'est bien passé, mais en réalité, c'était une saison catastrophe, et on est vraiment pas passé loin que le navire coule. Genre, moi, c'était pas compliqué pendant la saison, j'ai milité pour la fin de Dabo, quoi, mais ça, on l'a oublié très vite. Grâce à Miami, Miami, c'est clairement Miami qui nous a sauvé la saison. Ils ont perdu leur match comme des gitans en fin de saison et ça nous a permis d'aller jouer contre SMU et puis on a battu SMU avec de la chance encore à la fin. Donc en fait, on se retrouve avec une saison qui est de nouveau pas si mauvaise, je veux dire de façon comptable à la fin quand tu regardes les victoires et les défaites, c'est pas si dégueulasse que ça, mais en réalité on était vraiment
vraiment à pas grand chose que tout parte en cacahuète et voilà. Mais au final, on s'en sort et on va quand même en playoff contre Texas. On n'est pas déméritant non plus, on n'a pas trop mal joué. Il y a eu plein de belles choses cette année, mais il y a aussi des choses vraiment plus moches et ça faut pas l'oublier. Et preuve en est, on a eu des changements sur le coaching staff, mais enfin voilà, on va peut-être en discuter après. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Jojo. Bah en fait, déjà le premier match contre Georgia annonce la couleur déjà. Kate Klubnik, on s'est dit, bah voilà, Kate Klubnik n'est pas le quarterback de la situation, clairement, hein, parce qu'on perd 34-3, on se fait carrément corriger et on n'a même pas vu le jeu offensif de Clemson, hein, clairement. Et c'est vrai que on va pas se mentir, le bilan est trompeur. Comme dit Pierrot, on peut remercier Miami d'avoir chuté à Syracuse et je crois que c'était Kyle McCord, je crois, le quarterback, si je ne me trompe pas. C'est ça, de Syracuse? Si je ne me trompe pas. Ouais. Non, c'est ça? Oui, ouais. oui, c'est ça. C'est ça. Et qui fait un gros match le jour-là. Et Miami n'arrive pas à se sortir du guêpier de Syracuse et nous permet d'aller en finale de conférence et après d'aller en playoff. Et en plus, on avait joué avant Miami et du coup, on savait qu'on avait perdu contre South Carolina. Et Miami qui jouait contre Syracuse, ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, il jouait juste après nous. Et avec Pierrot, on s'envoyait des messages et on se dit Syracuse va le faire. Et ils ont fini par le faire. Et du coup, ça nous a un peu sauvé la saison. Mais clairement, moi, ce que je vais retenir, c'est quand même, on a enterré quand même assez rapidement Kate Klubnik l'année dernière. On l'a pas mal, on était pas mal en colère après lui. J'étais pas mal en colère après aussi Garrett Riley, le coordinateur offensif, que je trouve qu'il n'est pas inspiré du tout. Mais par contre, Kate Klubnik a fini quand même à avoir une marge de progression pendant la saison et à finir, on va dire, la saison. C'est lui qui nous sauve quasiment presque la saison aussi par moment, et qui nous permet de rester, de sortir un peu la tête de l'eau. Et Kate Klubnik a fait d'énormes progrès, donc j'ai énormément d'espoir sur lui cette année, alors que j'en avais pas du tout la saison passée. Donc oui, ça a été un petit peu inversé par rapport aux saisons depuis le départ de Trevor Lawrence, où vous aviez toujours eu une défense qui était excellente, et vous aviez plus eu des problèmes au niveau de l'attaque, notamment de l'attaque aérienne avec le jeu de QB. L'année dernière, Kate Klubnik fait une saison magnifique, hein. Il fait 43 touchdowns au total, plus de 4 milliards au total, pour seulement 6 interceptions. Donc une superbe saison. Il fait une superbe saison, hein. C'est un des meilleurs quarterbacks en college football l'an passé, hein. Surtout qu'à côté de ça, le jeu au sol a été sur courant alternatif et que dans certains matchs, il a été quasiment absent. Et heureusement que l'attaque aérienne était présente pour tenir tout ça. Et donc, vous en avez parlé un petit peu. Au niveau du coaching staff, hein, donc Dabo est là pour sa je ne sais combienième de saison au poste de head coach. Garrett Riley est là pour sa 5e, 6e saison en tant que coordinateur offensif. Non, troisième année. Troisième année, je crois. Troisième année seulement? Ouais, ça doit être la troisième année, oui. C'est ça, troisième année, t'as raison. Hein. Ouais, troisième année. Ouais, troisième, ouais. Troisième année. Et par contre, vous avez changement de coordinateur défensif. Donc après, une saison assez décevante défensivement. Vous récupérez Tom Allen de Penn State, hein, donc un très très bon coordinateur défensif. Mais logiquement, en tout cas au niveau du coaching staff, ça aussi c'est quand même assez nouveau, hein. Dabo qui, plutôt que de faire de la promotion interne, est allé chercher des mecs expérimentés à l'extérieur, hein, parce qu'à Clemson il a énormément fait de promotion interne. Au niveau des départs importants, 3 départs en NFL, Barrett Carter, RG Mickens et Phil Maffa. Pas de premier tour ou de deuxième tour, ça faisait un moment que c'était pas arrivé à Clemson, mais une petite classe en NFL. Au niveau des seniors, je ne sais pas si vous avez d'autres seniors importants qui sont partis. Ouais, on a le tight end Jake Brenningstool qui est parti, qui a eu DFA et qui a Kansas City, je crois. Au niveau du portail des transferts, il y a 9 départs.
Il y a quelques receveurs, mais c'est des gens qui partent pour aller chercher du temps de jeu parce qu'on va en parler après. Il y a une excellente room de receveurs cette année. Pour moi, le départ le plus important, c'est Trey Williams sur le defensive tackle, mais pareil, il y a du monde sur la defensive line, donc il part chercher du temps de jeu ailleurs. Et puisqu'on parle du portail des transferts, et ça, Dabo avait refusé de s'en servir les saisons passées, il y a 4 joueurs qui arrivent sur le portail, donc c'est pas une quantité énorme, mais c'est un changement avec 2 très belles prises pour moi. Hein. Donc le receveur Tristan Smith qui arrive de Southeast Missouri State et Will Helt, le Ledge qui arrive de Purdue, plus un linebacker de Alabama et un lineman offensif intérieur, mais qui n'a pas d'étoile. Donc, petite utilisation du portail, petit changement de philosophie pour Dabo. 2 joueurs qui peuvent avoir un impact immédiat et on verra en tout cas si ça paye. Ouais, c'est ça en fait. C'est une utilisation du portail, mais à la Dabo, tu vois. Tu vois que tout le monde l'a engueulé en lui disant tu vas utiliser le portail maintenant. Et il l'a fait, mais pour faire plaisir, quoi. Il a pris 3 joueurs, quoi. Ouais, après, c'est des joueurs intéressants quand même parce que l'année dernière, il l'avait fait, mais c'était parce que c'était un ancien QB de Clemson qui revenait en tant que graduate et il l'avait pris sur le portail des transferts parce que il était parti un peu ailleurs et il était revenu à Clemson à la fin. Mais moi, j'aime bien l'ajout de Jeremy Alexander, le linebacker d'Alabama. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, donc on verra. Non, mais en plus, Jeremy Alexander, j'ai eu beaucoup de très bons échos parce qu'il vient d'avoir le Media Day, un truc comme ça. Hein. Je sais plus exactement comment il l'appelle, mais où il y a des interviews en gros. Mais du coup, Jeremy Alexander et genre Dabo arrête pas de dire vraiment des choses incroyables sur lui, genre que c'est vraiment un gars ultra droit, enfin tu vois qu'un peu qui lead par l'exemple. Là. Je sais plus comment ils expliquent ça les Américains, la lead by example. Tu vois vraiment le joueur parfait un peu, tu vois, qui a à l'heure, qui tape comme un gros porc et donc c'est chouette, c'est chouette. Et les 2 autres, comme disait Geoffrey, il y a Will Helt, c'est un DM de edge rusher de Purdue et c'est vraiment un besoin, ça c'est vraiment un besoin. Il nous en fallait un, donc voilà, il a été le chercher. Et Tristan Smith, on va voir ce qu'il vaut parce qu'il vient d'une compétition un peu plus faible, je pense. On verra bien. Je sais même pas s'il aura du temps de jeu tellement on a des receveurs sympas cette année, mais c'est sûr que c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de banc. Donc voilà, c'est chouette. Ouais. Exactement. Ouais. Au niveau du recrutement lycéen, une petite classe, seulement 15 arrivées avec le recrutement lycéen. Un defensive lineman très bien classé, un tackle offensif très bien classé, mais on le sait, hein, pour les joueurs de ligne, c'est très très difficile d'avoir un impact dès leur année true freshman. Hein. Souvent, la différence physique est compliquée. Par contre, pour moi, les 2 joueurs qui ont le plus de chances d'avoir un impact important, c'est les 2 running backs qui arrivent, qui sont des running backs très haut classés. Ils sont top 10 national à leur position. Gideon Davidson et Marquis Henderson. Je pense surtout le premier qui risque d'avoir un impact parce que Marquis Henderson, en termes de gabarit, il est un petit peu léger, mais on verra, il a une possibilité d'avoir du temps de jeu. Pierrot, vas-y, je te laisse y aller. Par rapport à ces classes de recrutement, c'est pas compliqué. C'est la plus mauvaise que Clemson n'a jamais eue. Je crois dans toute l'existence du recrutement de college football. Mais j'en sais rien. En fait, j'ai pas été voir assez loin, mais ça fait vraiment beaucoup d'années, genre vraiment beaucoup d'années où on a été si mauvais en recrutement. Et c'est d'où le fait, je pense, du coup, par exemple, notre défensif coordinateur Wes Goodwin, très mauvais recruteur. Donc peut-être un cerveau défensivement, mais recrutement, ça allait pas du tout. Et la preuve en est, en fait, tu le prends un petit peu avec une année, voire 2 années de retard, tu vois, parce que le recrutement, ça se fait sur du long terme et là, ça se voit. Tu te retrouves pas à avoir une classe de recrutement de 28e overall pour Clemson qui a des ambitions. Tu vois, tu peux pas. Donc ça, c'est vraiment mauvais. Et quand même, pour parler des quelques joueurs qui pourraient percer, il y a Amar Adams. Amar Adams, c'est notre 5 étoiles, D-line.
lui, il va avoir du temps. Il va avoir du temps de jeu dans une rotation vraiment sur defensive tackle. Il va avoir des snaps cette année. Et c'est l'avenir, hein, parce que bon, c'est quand même un gros defensive tackle et apparemment, il est pas mauvais du tout. Brandon Jacobs, comme tu disais, offensive tackle, en fait, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a déjà un physique qui est hors norme. Genre, il fait 6'7", 3'10", en sortie de high school. C'est genre même trop grand pour aller en NFL. Tu vois, genre, offensive tackle, c'est 6'6", genre. Mais bon, il est déjà très, très costaud. Mais après, en effet, ça veut rien dire. C'est pas pour autant qu'il va jouer. Mais ça reste quand même un bon ajout, je pense. Et comme tu dis, running back, on va peut-être en parler après, mais on a une petite incertitude pour cette année, cette nouvelle saison. On sait pas trop, on n'a pas encore de running back room avec vraiment running back 1, 2 déterminé, on sait toujours pas. Donc on va dire les freshmen de cette année, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais c'est bien d'avoir du talent en running back, mais voilà, je sais pas ce que ça va donner. Et puis le reste ce sera du développement. Ok. Eh ben, on va passer à la petite revue d'effectifs. On va parler de l'attaque. L'attaque, tout simplement, on va commencer déjà par parler du quarterback. Probablement le meilleur joueur de l'effectif de retour. En tout cas, ça va être le joueur le plus important. Comme d'habitude, le quarterback, c'est important. Mais là, Klubnik, avec ce qu'il a montré la saison passée, si les ambitions de Clemson se réalisent, c'est parce qu'il aura fait une saison de très très haut niveau. C'est un des meilleurs quarterbacks du college football de retour. Probablement le meilleur en ACC, je pense. Je le mettrai même devant Carson Beck. Donc ça va être une grosse force pour les Tigers la saison prochaine. Ouais, non mais bien sûr, ça va être. Moi, comme je l'ai dit en début d'épisode, voilà, on avait une grosse progression quand même de Cade Klubnik qui fait une grosse saison l'année dernière. Les Américains le hype énormément avec le duel qui va se passer en plus la première semaine avec Garrett Nussmeier d'LSU. J'embrasse Ryan en même temps au passage. Donc oui, ça va être vraiment son moment et j'espère vraiment qu'il va encore step up cette année pour vraiment montrer tout son talent. J'espère qu'il va vraiment lancer sa carrière là et pour pouvoir finir en beauté en college football. Comme disais avant, j'ai pas rebondi juste avant, mais par rapport, je sais pas si tu voulais après parler des running backs, mais juste les running backs, c'est une grosse page qui se tourne à Clemson. Parce qu'on avait quand même on a perdu donc l'année avant c'était Will Shipley qui était quand même un élément essentiel dans notre running back room avec Phil Maffa et du coup on a perdu les deux là, à un an d'intervalle et du coup là oui on se retrouve avec comme vous l'avez dit avec Davidson Gédéon et Jay Haynes. Voilà, Pierrot, comme il le dit, on n'a pas spécialement de running back 1 et running back 2 aujourd'hui. Et du coup, c'est une grosse page qui se tourne quand même. Et on avait besoin on a quand même besoin du jeu au sol. Je vais pas apprendre qu'au foot américain, il faut des running backs qui percutent et qui usent les défenses aussi, les D-line. Donc voilà, ça sera vraiment un point d'interrogation, mais on aura besoin de ce jeu au sol. Et après voilà, Cade Klubnik va pouvoir. Voilà, il a quand même un sacré jeu de course aussi. Il est très rapide et il est très il quand même un feu follet par moment. Il est capable de slalomer et même de se faire toucher, mais de continuer ses courses. Donc c'est une grosse force. Le jeu à la course aussi de Cade Klubnik est une grosse force aussi pour lui aujourd'hui, je pense. Oui, c'est un quarterback qui est capable de courir. C'est pas Lamar Jackson, mais l'an passé, il fait plus de 400 yards et 7 touchdowns au sol. Donc, il est capable de le faire quand il y a besoin. On peut même lui faire quelques petites courses, même lui dessiner quelques petites courses par-ci, par-là. Une autre force de votre attaque, ça va être votre room de receveurs avec tout simplement vos 3 meilleures cibles de l'an passé qui sont de retour. Donc, Antonio Williams et les 2 joueurs qui étaient des freshmen l'an passé qui se sont imposés avec grand talent, Brian Wesco Jr. et TJ Moore. Ce trio de receveurs, c'est la deuxième force de votre attaque et ça va être le moteur principal de votre attaque l'an prochain. Et ça va être, si vous gagnez, c'est aussi parce que ces joueurs-là feront une excellente saison. Et après, vous avez aussi de la profondeur avec pas mal d'autres bons joueurs et aussi votre arrivée du portail qui rajoute encore une cible de taille, même si
Brian Wesco Jr. et TJ Moore, c'est des 6'2 et 6'3, donc de la taille, vous en avez déjà. Bien sûr. Et puis, il y aura... Pierrot, tu es revenu ou pas? Pierrot, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Je te laisse reprendre un peu la main. Vas-y, tu veux parler de Tyler Brown aussi, qui est quand même un point d'interrogation cette année, mais qu'on attend peut-être un peu plus à Clemson cette saison aussi. Bah ouais, c'est ça. Bah tu l'as dit, nos trois receveurs titulaires, on les connaît. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on a quand même de la profondeur. Derrière, il y a Cole Turner. C'est un petit peu follet, il va super vite. Puis du coup, on a rajouté Tristan Smith, hein, la tour Eiffel. Et Tyler Brown, du coup, même chose. En fait, Tyler Brown, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 ans, non, c'est l'année passée. Non, il y a 2 ans, c'est ça. Il y a 2 ans, c'était devenu. Ouais, il y a 2 ans, c'était devenu vraiment notre go-to guy, notre receveur numéro 1. Il n'y avait plus que lui. Et il nous a fait une saison incroyable. Vraiment, il était très, très bon. Et puis l'année passée, malheureusement, il s'était blessé et on l'a pas vu de la saison. Du coup, on va voir comment il revient. Mais ça peut très bien aussi, il y a un très, très bon receveur quand même. On peut voir comment il va revenir. Le problème, c'est que du coup, il y a du monde, quoi. Il y a du monde. Donc, voilà. Mais c'est sûr qu'on a des cibles. Donc, il n'y a pas à se plaindre. On a des cibles. À la passe, ça va envoyer, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une room comme ça en receveur. Et Pierrot, tu m'as retrouvé le sourire. Moi, là, toujours Adam Randall qui est là et maintenant qui est running back, quoi. Ah bah oui, mais c'est ça que je disais tout à l'heure. En fait, c'est l'interrogation au poste, quoi. Parce que du coup, en fait, pour l'histoire d'Adam Randall, moi, je le déteste, hein, on va pas se mentir. Le gars, il nous a fait des drops. C'est une drop machine, c'est incroyable. Et pourtant, on avait beaucoup d'espoir, hein, parce que c'était à la passe quand il était freshman, il était costaud, très très costaud, beaucoup d'espoir. Et puis après, en fait, finalement, il a jamais vraiment réussi à percer en tant que receveur. Il est trop lent, trop costaud. Et l'année passée, il a été bougé. Ils l'ont mis running back, mais il a fait un kick return aussi contre Texas en fait en playoff. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a méga bien fonctionné. Donc il a fait 2-3 highlights pendant le match contre Texas et depuis ce moment-là, il a changé de poste et il s'entraîne avec les running backs et possiblement c'est notre running back numéro 1 pour la saison prochaine, quoi. Mais voilà. Il a un bon gabarit. Voilà. Il a un gabarit de running back plus que de receveur. Non, c'est sûr. Il s'est racheté une saison pour assurer un match en playoff qu'on perd. Ouais, après bon, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais entre guillemets, moi je préfère qu'il soit performant en running back et oui, bien sûr. Et voilà, tant mieux pour lui, quoi. Tu vois, il y a pas d'embrouille, hein. Puis il avait plus sa place en receveur de toute façon, donc voilà. Et ça peut très bien marcher parce qu'il y a des receveurs qui se transforment en running back et qui font carrière après. Ça peut arriver, hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. S'il n'a pas de main, ça peut être une conversion. Hein. Ouais. Ah bah, Pierrot, il a. Je vais pas mentir, mais Pierrot, il l'a insulté un paquet de fois. Hein. Ouais. Au niveau de la ligne, au niveau de la ligne, qu'est-ce que vous avez à me dire? Vas-y, Pierrot. Bah, au niveau de la ligne, en fait, on n'a aucun départ. On se retrouve avec une ligne expérimentée, très expérimentée. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. En football américain, quand tu as une grosse ligne, surtout une ligne avec de l'expérience, c'est très important. Et cette année, je pense qu'on va en avoir une. Bon, après, je sais pas, hein, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs, mais quoi qu'il en soit, ça reste des joueurs d'expérience. Et je pense que ça peut très bien se passer. Je veux pas faire dropper toute la liste, mais l'année passée, ma seule interrogation, c'était le centre, Real Ntikum. Je l'ai un peu taillé les premiers matchs et en fait après, pendant le reste de la saison, il s'est vraiment, il s'est révélé en tant que très bon centre en fait. Et il est toujours là cette année. Il est là en tant que graduate, je crois. Genre ça fait 13 ans qu'il est là, donc ne casse pas que l'expérience il en a. Donc non, on est content de la ligne. Et ce qui est bien, c'est que du coup, même derrière nos titulaires, il y a quelques jeunes joueurs. Je pense à Elijah Turman. On n'entend pas trop parler, mais il a pris des snaps l'année passée avant de se blesser. Et c'est aussi assez prometteur. Donc s'il y a même un petit peu de profondeur sur le banc, c'est chouette. Donc prometteur, on est content, une grosse ligne. Ouais, puis on rajoutera Blake Miller qui est maintenant qui est vraiment notre tackle titulaire et qui risque de partir plutôt. Voilà, je dis pas que assez haut à la draft. Après, je dirais pas qu'il sera dans le premier tour, mais il partira haut, je pense.
Ouais, il est vu comme étant un talent NFL, hein, ça c'est sûr. On va passer de l'autre côté du ballon et on va parler de l'autre ligne offensive qui, là aussi, malgré du coup la petite faiblesse au poste d'edge qui a été comblée par Will Helt, devrait être une très très belle force avec de très beaux talents en la présence de Peter Woods et TJ Parker, hein, qui eux aussi sont des joueurs de niveau NFL. Vas-y, Pierrot. Surtout TJ Parker en fait, parce que on parle beaucoup de TJ Parker et Peter Woods, mais c'est vraiment TJ Parker en fait qu'il faut retenir. Parce que pour moi, TJ Parker, il a vraiment une progression, et ça c'est super important. Ça veut dire qu'il est arrivé freshman, il a fait de très belles choses. Sophomore, l'année passée, du coup, de nouveau, il a progressé, plus de sacs, tu vois, qui vraiment, il était vraiment dur à défendre, c'était vraiment ne seul pass rusher, mais il a vraiment quand même réussi à faire de très belles choses. Et là, l'année junior, il faut qu'il explose, quoi. Il faut qu'il fasse des très grosses stats. Et s'il fait des très grosses stats, c'est prétendant à un gros tour de draft. Donc ça, c'est très bien. Et Peter Woods, par contre, pour moi, c'est que mon avis, hein, mais il a encore beaucoup de choses à prouver. Il a encore beaucoup de choses à prouver. Et honnêtement, je serais pas surpris qu'il reste son année senior, lui, parce qu'en fait, l'année passée, il était blessé une grosse partie de la saison. Et il y a un autre souci aussi, c'est que je sais pas si c'est ça, mais il y avait pas beaucoup de joueurs sur le banc. Du coup, il nous manquait un defensive end et on l'a fait jouer defensive end, un petit peu defensive tackle, un petit peu defensive end. Et pour moi, ça l'a pas aidé du tout. Là, il est repositionné defensive tackle et j'espère qu'il va le rester dans la rotation defensive tackle. Et voilà, pour moi, il a encore tout à prouver. C'est un potentiel de ouf. Il a un physique de ouf. Il peut vraiment faire quelque chose d'incroyable. Mais pour moi, il a encore montré beaucoup de choses. Et la progression est beaucoup moins linéaire qu'un TJ Parker. Donc voilà, par rapport à ces deux joueurs-là. Non, puis moi je vais rajouter un truc, c'est qu'on attend aussi d'autres joueurs aussi. Ces deux-là, bien sûr, sont cités. Hein, les Américains les citent aussi, mais moi j'ai hâte de voir aussi un joueur comme Sammy Brown, voir comment il va exploser en tant que sophomore. Wade Woodaz aussi en tant que le linebacker, qui est senior aussi. Il a vraiment de choses à prouver. Et puis après, voilà, je vais pas faire tout de suite les defensive backs, mais il y a quand même du monde. Et moi, je veux voir ce que va donner Sammy Brown en année sophomore. Voilà, j'y crois énormément, quoi. Je crois énormément en lui. Sammy Brown, il fait une excellente saison l'an passé, hein, pour un true freshman. Il fait 80 plaquages au total, 5 sacs en venant du deuxième niveau, des passes défendues. Donc oui, c'est un linebacker très très complet. Et vos linebackers, Wade Woodaz et Sammy Brown, c'est aussi une des forces. Ça va aussi être une des forces de votre défense. Hein. Le front 6 maintenant, hein, plus qu'un front 7. Ça joue plus avec 5 defensive backs qu'avec 7 mecs devant. Va être une vraie force pour les Tigers. Lui, son maillot, je peux l'acheter en étant à Clemson. Hein. Ça, Sammy Brown, il y a de grandes chances que j'achète son maillot. Avec le petit mulet, là. Parfait. J'ai pas le mulet, moi, mais je peux bien acheter la perruque s'il faut. Non, c'est sûr. Et puis, Pierrot, tu veux peut-être rajouter autre chose, toi, non? Non, c'est des très bons linebackers. Juste, le truc, c'est que par rapport aux linebackers, l'année passée, ils ont vécu une année difficile. Ouais. De nouveau, sous Goodwin, ça n'a pas été facile. On les a sentis un peu perdus. Il y avait pas mal de plaquages ratés. Du coup, moi, je les attends quand même. Énormément de potentiel, on est bien d'accord. Hein, que ce soit Sammy Brown, il était freshman, il a déjà montré des trucs de fou. Et Wade Woodaz, ça doit être le senior. En fait, cette année, ça doit être le leader de cette escouade. Et tu rajoutes Jeremiah Alexander, qui vient d'Alabama, avec un gros travailleur, avec une éthique assez droite et tout. Et tu rajoutes ça, du coup, avec notre nouveau DC, Tom Allen, qui a l'air méga énervé, qui gueule tout le temps. Il y a moyen vraiment que ça marche vraiment et qu'il soit bien remis sur le bon chemin, là, tu vois. Donc, un beau groupe de linebackers. Au niveau des defensive backs, il y a Avion Terrell, hein, le petit frère de AJ Terrell, hein, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, oui. Et Ashton Hampton, hein, qui seront les titulaires au poste de corner. C'est des retours de la saison passée. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne chose, hein, de la stabilité en défense. Vous avez beaucoup de retours. Ça, c'est quand même
c'est quand même une grande chance. Et ouais, là aussi, ça devrait être solide. Hein. De toute façon, la défense, en tout cas, il y a le talent pour être solide partout et un excellent coordinateur défensif. Donc, on verra comment ça va se passer. Et puis on mettra une pièce aussi. Ben, moi, je l'attends vraiment, lui. Je trouve qu'il a encore pas explosé. C'est Kalin Barnes que j'attends vraiment, quoi. Le safety? Ouais, lui, je l'attends vraiment parce que je pense qu'il peut vraiment exploser cette année, quoi. En tout cas, il y a du très très beau monde. On va passer au calendrier de Clemson. Donc, on l'a dit en introduction, hein, une réception face à LSU en ouverture de saison, puis la réception de Troy, déplacement à Georgia Tech, réception de Syracuse, déplacement à North Carolina, puis à Boston College, trois réceptions d'affilée donc contre SMU, Duke et Florida State. Puis déplacement à Louisville, un match contre Furman, une FCS, et en Rivalry Week, le traditionnel Palmetto Bowl, cette année en déplacement à South Carolina. Un calendrier pas simple, c'est un calendrier d'ACC complet. Bon, il n'y a pas Notre-Dame cette année, hein, la série contre Notre-Dame là, qui a été décidée entre les deux écoles démarre l'année prochaine et vous jouerez Notre-Dame tous les ans. Mais il y a quand même il y a des beaux noms en ACC, hein, Georgia Tech, Syracuse, SMU, Florida State, on verra. Louisville, c'est sérieux depuis quelques saisons. Plus à ça, il faut rajouter donc LSU et South Carolina, donc un calendrier assez compliqué, mais pour moi, Clemson, il n'y a aucun match où, en voyant le calendrier comme ça, je les donne perdants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a aucun match où je me dis, là, vraiment, ça va être compliqué, comme l'ouverture de saison contre Georgia l'an passé. Moi, j'étais là, oui, contre Georgia, c'est quasiment impossible qu'ils gagnent. Là, il n'y a aucun match que je vois comme ça. En fait, je vais donner l'avis. La saison prochaine sera plus facile. Pour moi, on vient de faire le récap de l'effectif et on n'a peut-être jamais eu un effectif aussi talentueux. Donc pour moi, c'est notre année, quoi. C'est notre shot, quoi. Il faut qu'on y aille, quoi. Donc pour moi, on doit tout gagner. Il y a pas, il y a pas à réfléchir. Et pour moi, on a vraiment l'effectif pour y arriver. Et le calendrier est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a pris LSU, le reste, ça devrait rouler, même si, comme d'hab, un calendrier ACC bien chiant, où il faudra se méfier des vieux pièges. Quand on va aller à Louisville, on va bien avoir chaud. South Carolina, ça va être chiant aussi. Syracuse, c'est toujours chiant aussi. Boston College, ils sont pas si mauvais que ça. Donc, il y aura des pièges tous les week-ends. C'est l'ACC, c'est comme ça. C'est pas fort, mais c'est pas mauvais non plus. Et à chaque fois, ça peut aller te battre au cœur. Là, tu vois, ils vont te sortir un match de fou juste parce que c'est contre Clemson. Donc, tous les matchs, il faudra aller les chercher. Mais pour moi, c'est notre année. C'est notre année. Pour moi, c'est la dernière année de Dabo. Et avec un effectif pareil, on a toutes nos chances d'y arriver. Donc, voilà. Je vois une très belle saison. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on enregistre juste après qu'il y ait les polls de pré-saison qui soient sortis, hein, et Clemson est 6e au top 25 de pré-saison. Donc, Clemson est vu très très haut par tous les spécialistes aux États-Unis aussi. Et ils sont évidemment favoris pour remporter le titre de l'ACC et ils font partie des concurrents sérieux pour le championnat national. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, moi, je suis pas comme Pierrot. Normalement, c'est moi l'optimiste du podcast, hein, mais là, je vais plus annoncer au moins une défaite. Il y aura une défaite. Alors, j'espère pas que le vieux Bilou avec UNC nous la fasse à l'envers. Je pense pas, mais bon, faut se méfier quand même. Et je nous vois bien perdre un match en route. Je nous vois bien perdre à Louisville cette année ou le dernier match contre South Carolina. Mais bon, ça veut dire qu'on aura fait une belle saison. Si on perd le dernier match à South Carolina, ça veut dire qu'on aura vraiment fait une belle saison. Je vois bien une défaite à Louisville quand même. Donc pour toi, Joe, ça va être un 10-2. Ouais, 10-1.
11-1 ou 10-2. Ouais. Allez, on va laisser un match. De toute façon, tout définira. C'est la saison, ça va être contre LSU. Hein. Si tu gagnes LSU, tu pars en pleine confiance et tout. Par contre, si tu prends une tôle contre LSU, comme on a pris contre Georgia l'année dernière, il va falloir mettre les têtes à l'endroit. Après, ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas. Mais allez, je vais rester optimiste. 11-1. Et toi, Pierrot, tu prédis quoi? En vrai, en faisant 11-1, si on perd quand même contre South Carolina, on peut toujours gagner la CC et toujours partir en playoff ou les règles ont changé? Non. Alors, déjà, si vous faites 11-1, vous serez, oui, on est en playoff, quoi qu'il arrive. Vous serez haut classé et vous serez très probablement sélectionné en playoff, quoi qu'il arrive, surtout si vous battez LSU directement. Mais de toute façon, même si vous perdez que contre South Carolina ou que contre LSU, ça veut dire que vous êtes invaincu en conférence et logiquement, vous êtes en finale de conférence aussi. Donc là, vous avez toujours une chance à la qualification automatique avec le titre de conférence. Dans tous les cas, si vous faites 11-1, vous êtes qualifié en play-off. Hein. Il y a quasiment aucun scénario où avec 11-1, vous sortez des play-offs. Surtout avec les nouveaux play-offs en plus. Hein. Surtout avec des play-offs à 12. Ça aurait été les play-offs à 4, j'aurais pas dit, mais les play-offs à 12, 11-1, vous y êtes. Mais c'était quoi la règle alors qui a changé? C'est que du coup, quand tu gagnes ta conférence, t'es plus tête de série obligatoire. C'est ça? Ah ouais, voilà, c'est ça. Série obligatoire, je crois. Non, t'es plus tête de série obligatoire. Par contre, t'as toujours la qualification automatique quand tu gagnes ta conférence. Ok. Voilà. Mais t'es plus tête de série. Je vois bien le 12-0 cette année. Je pense qu'on peut. Je sais pas, tu vois, si tu dis ça tous les ans, ça n'a pas de sens. Mais on ne peut jamais en plus. Mais cette année, j'y crois vraiment. Donc, je vois bien le parcours sans faute. Ah ouais. Pierrot qui y va donc avec la saison régulière parfaite. Ouais. Donc, du coup, titre en ACC aussi, j'imagine, derrière. Hein. 13-0, on y va. Oui. Moi, je prends le titre en ACC. Je sais pas contre qui, par contre. Peut-être SMU encore. Contre Miami, on va en playoff, on gagne tout. Ouais, Miami. Mais si on les a battus, on peut retomber dessus encore? Pas sûr. Miami, Georgia Tech, SMU, Florida State, faudra voir. Louisville, ils peuvent aussi être candidats à ça. De toute façon, l'ACC, c'est un petit peu difficile à prédire, mais oui, il y a plusieurs équipes en tout cas qui peuvent sortir leur épingle du jeu. North Carolina, on ne sait pas si Bill Belichick nous fait des miracles. J'ai du mal à y croire avec la rotation d'effectifs qu'il y a eu, mais pourquoi pas. Moi, de mon côté, moi, je vous situe plutôt entre 11-1 et 10-2, ce qui devrait, pour moi, il y a probablement une défaite entre LSU et South Carolina, et après peut-être un Louisville, peut-être un Georgia Tech, peut-être un SMU, quelque chose comme ça, un match là qui file. 10-2, vous devriez quand même être en play-off. Hein. Surtout qu'à 10-2, avec une seule défaite en conférence, il y a aussi de grandes chances que vous jouiez la conférence et donc que vous puissiez là aussi remporter le titre. Après, pour en revenir, faut surtout pas enterrer LSU. LSU va être très dur à battre déjà le premier match. Hein. Ça va être très. Non, mais le match contre LSU va être un gros match. Hein. Ça va être un énorme duel de quarterback. Hein. C'est un des plus gros duels de quarterback de la saison dès l'ouverture. Hein. Ça va être un match. Ouais, ça va être un match. Il y aura peut-être pas tant de points que ça, hein, mais ça va être un match très très difficile et je sais pas dans quel sens il va tourner, j'espère de notre côté, hein, mais ça va être un match très très dur et c'est celui-là qui va dicter notre saison. Je vois pas autrement, quoi. Mais je pense que vous avez un coaching staff suffisamment expérimenté pour pas avoir tout qui part en cacahuète après un premier match difficile. Par contre, si vous perdez contre LSU, vous perdez contre Georgia Tech, là, ça va peut-être commencer à se compliquer. Mais si c'est juste une défaite contre LSU pour commencer, sachant qu'en plus, LSU, sous Brian Kelly, a la fâcheuse habitude de perdre son match d'ouverture. Donc, ouais, mais contre Clemson, ça le problème, c'est que Brian Kelly, je sais pas. Je m'avancerai pas sur des stats pareils. Mais par contre, le truc, c'est que, alors, si Clemson perd avec les armes à la main et que le match se joue, j'ai une bêtise, à un touchdown à la dernière seconde ou un field goal,
et qu'on a tout donné et qu'on n'a rien à se reprocher. Les deux équipes ont fait un énorme match. Voilà, si c'est pas comme contre Georgia l'année dernière où tu te fais exploser puis tu vois pas le soleil. Voilà, là, bon, bah, tu perds les armes à la main. Bon, bah, c'est comme ça, tu as fait un bon match, tu as le regret de perdre, mais au moins, tu vois qu'il y a eu quand même des bonnes choses de fait. Mais si tu perds et que tu te fais corriger à domicile, moi, ça me chagrinerait. Franchement, ça me chagrinerait. Je comprends. Et du coup, bon, les petites dernières prédictions un peu fun. Cade Klubnik qui fait partie des finalistes Iceman. Il est Iceman. Il est top 10. Il sera Iceman. Pour moi, il sera Iceman. En vrai, le truc, c'est qu'il y a un monde, hein. Mais c'est peut-être mon monde à moi, hein, mais il y a un monde, si on gagne tout, il y a un monde, il y a 10 joueurs qui partent très très tôt en NFL et Klubnik qui part très très tôt aussi. Bah, il y a un monde. Ah bah, de toute façon, si vous faites 12-0, ça voudra nécessairement dire que Cade Klubnik a fait une saison magnifique, hein, à plus de 4 milliards à la passe, plus de 40 touchdowns. Le point se trouve au bronze. Ouais, c'est terrible. Le Titans. Oh là là, terrible. Bref, non, mais je le vois bien, Sman. Je le vois bien. Je le vois bien jouer le titre. Alors après, bien sûr, il y aura d'autres prétendants, il y aura d'autres joueurs. Mais Cade Klubnik, pour moi, c'est si vraiment il veut vraiment lancer sa carrière et être drafté très haut en NFL et vraiment faire de belles choses, je pense que là, c'est son année. S'il se plante là, ça sera très compliqué après par la suite. Il a encore une année d'éligibilité quand même. Non, il est senior, il a pas redshirt. Il a peut-être plus d'éligibilité. Ouais. Ah, mais il a redshirt, il n'a pas joué en 2021. Ouais, je crois que s'il veut, il peut encore revenir. Hein. Mais il ne reviendra pas. Ouais, je sais pas. Ça dépend, hein, si jamais il se blesse et que du coup son draft stock. Oui, bien sûr. On verra. Mais évidemment, on ne le souhaite pas, hein, parce que s'il n'y a pas quel Klubnik, la saison est très différente. Hein, mais évidemment, je ne vous le souhaite pas. Bon, et sur ce, on va terminer cette preview. Merci messieurs de m'avoir accompagné et je vous souhaite un excellent voyage en Caroline et une excellente saison pour les Tigers et j'espère pour vous que vous irez en playoff.